Ben, salut Isabelle, Salut. ça va bien? Ben oui, toi. Oui, merci. Fait qu'on est ici ce matin à 10 heures en fait pour enregistrer notre épisode d'introduction de notre podcast Scienturion avec notre café pour bien commencer. Yes, c'est parti. Fait qu'en fait, le but du podcast aujourd'hui, ça va être vraiment comme d'introduire un peu notre concept puis aussi de se présenter. Fait que je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Gabrielle. Je suis étudiante au doctorat en nutrition. Puis, c'est ça, je suis à la première année de mon doctorat. Puis, je suis une des animatrices du podcast Scienturion. Moi, c'est Isabelle. Je fais aussi un doctorat en nutrition, mais je suis à ma 4e année. T'es vieille. Très vieille. Je suis censée finir bientôt. Censée. Mais on verra comment ça va. Puis, moi aussi, je vais animer le podcast Scienturion parce que la vulgarisation scientifique, ça m'a tout le temps vraiment intéressée. Mm-hmm. Puis, on a eu une discussion ensemble pour on s'est rendu compte que, ben, crime, toi aussi. Ben, moi aussi, j'aime ça. Puis, on avait déjà eu l'idée de faire un podcast. Chacun à notre bord. Ouais. On était trop gênés. Fait qu'on l'a pas fait. Mais là, on s'est parlé puis on s'est dit, hey, let's go, on y va. Ouais. Fait Ça qu'on y fait longtemps qu'on se côtoie, puis ça a pris 4 ans, 3 ans avant qu'on réalise que les deux, on avait ça en commun. T'as Fait raison, que, ça a pris 3 ans. parlez-vous, gang. C'est ça qui C'est le message. C'est le message. Fait que ouais, fait que c'est ça. Fait que c'est comme ça un peu qu'on a décidé de faire un podcast. Puis aussi, en fait, on veut non seulement vulgariser la recherche des étudiants, rendre la science accessible à tous, des gens qui vont écouter nos épisodes, mais aussi on veut vraiment comme focusser sur l'expérience étudiante. Donc, tu sais, vraiment, on veut que les gens, tu sais, partagent leur expérience en étant étudiant gradué. Fait qu'après le bac, tu sais, être à la maîtrise, être au doc, c'est quoi? Et on trouve ça important. Nous-mêmes, on est là-dedans depuis quelques années déjà, puis on se rend compte, en fait, que les gens, ils comprennent pas trop c'est quoi être étudiant gradué, ils savent pas trop c'est quoi être à la maîtrise, être au doc. C'est quoi ça implique? Fait qu'on veut un peu, je veux pas dire déstigmatiser, mais, tu sais, rendre ça un peu plus... Que le monde sache c'est quoi faire un doctorat ou une maîtrise, parce que moi, quand j'en parle autour de moi, soit les gens sont super impressionnés, ou soit ils pensent que je continue à prendre des cours parce que j'ai pas envie de me trouver une job, puis que je reste à l'université parce que ça me tente pas. Mais comme j'ai pas de cours. Au doctorat et à la maîtrise, j'ai pas de cours, je fais de la recherche. Puis le monde n'en a aucune idée. Ouais. Puis je trouve ça dommage. Puis je trouve ça important de recevoir des étudiants pour qu'ils parlent de la recherche parce qu'on entend les chercheurs dans l'université, les professeurs des universités ont trouvé ça, l'équipe de recherche à telle place. Mm-hmm. Mais dans le fond, c'est presque tous des articles écrits par des étudiants en première auteur, puis c'est leur projet. Puis le monde ne le savent pas. C'est ça, Fait c'est que toujours j'aimerais le directeur de recherche qui est mis en avant. Tu sais, je comprends pourquoi, mais l'étudiant n'a pas autant de mérite, on dirait, puis on reste un peu dans l'ombre. Tu sais, puis on travaille fort, là. C'est de la job, là, être au doctorat. Fait qu'on... Quand même, tu sais, c'est du monde qui font juste étudier puis travailler sur un sujet pendant comme 2 à 4 ans, ou 5, ou 6, ou 7. Ou 10. On verra. Non, Ou 10. non, pas 10. On verra. Mais quand même, là. Ouais. C'est des gens qui sont experts dans leur domaine, puis... Vraiment. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, pour le podcast, c'est ça qu'on veut faire aussi. Là, on va inviter ces étudiants-là, en fait, qui ont envie de venir nous partager leurs recherches dans plusieurs domaines. Là. Fait que, tu sais, d'ailleurs, message à tous, si ça vous intéresse de venir parler au podcast, vous êtes invités à nous contacter. On pourrait peut-être faire un podcast avec vous si votre sujet de recherche, vous trouvez qu'il est un peu différent ou que, tu sais, justement, ça sort un peu de l'ordinaire. N'hésitez pas à nous contacter. On va mettre les informations plus tard. On va vraiment aller dans tous les domaines. Ouais, fait qu'il y La a science pas, en général, sciences exact. sociales, sciences nat, tout. Pas de barrière, donc tu fais Tout. de l'ingénierie, ça nous intéresse. Tu fais de la bio, ça nous intéresse. Tu fais de l'admin, de l'archéologie, de la psychologie. On veut tout savoir. Donc, c'est ça. Fait qu'on va inviter des étudiants pour qu'ils nous partagent leurs connaissances puis leur expérience. Ouais. Puis on commence par nous parce que... Il y a plein de gens qui ont des parcours vraiment atypiques. Ouais. Puis on veut savoir comment tu te rends là. Comment tu te rends à un doctorat Ben, c'est puis à ça. une maîtrise. Parce que, tu sais, on n'a pas le même parcours, quoi qu'ils se ressemblent un peu. Mais les deux, on fait un doctorat en nutrition. Mais Et pourtant, on n'est pas nutritionniste vraiment pas. du tout. Hi. Comment ça se fait que 2 étudiantes au doctorat en nutrition ne sont pas nutritionnistes? C'est ça. C'est On ce a qu'on fait va un bac découvrir en bio, aujourd'hui. les deux. Ouais, les deux. Et pourtant, on s'est même pas croisés. Moi, je suis rentrée Non. terminée, fait qu'on s'est même pas croisés. T'es jeune. Ben oui, mais je commence aussi à vieillir. Mais en tout cas, ça, c'est un autre sujet. C'est ça, C'est un autre débat. Mais ouais, on s'est pas croisés, mais pourtant, on a Non. fait bio les deux. Ouais, c'est ça. J'étais plus vieille. Puis moi, je suis partie après faire une maîtrise en neurobiologie. OK, puis là, t'es en nutrition. Ouais.
j'ai fait une maîtrise en neurobiologie parce que en sortant du bac, ce que je trouve difficile, c'est personne te veut en maîtrise. Parce qu'avec un bac en bio, tu peux pas avoir de job. C'est vrai. T'as pas le choix d'avoir une maîtrise. Effectivement. Puis tout le monde se garoche. Fait que les profs, ils ont juste pas d'argent pour avoir comme 50 étudiants. Ouais, puis si je peux faire une parenthèse, ça existe des maîtrises puis des docs en bio, mais il faut absolument des subventions. Il faut que faut que tu sois absolument boursier. Et pour être boursier, il te faut une cote universitaire assez haute. Puis le bac en bio, il est quand même très difficile, là, dans le sens qu'on a beaucoup de labos, on touche à plein de sujets. Je trouve que c'est autant sa force que sa faiblesse, le bac en bio, à l'Université Laval en tout cas. C'est vraiment multidisciplinaire. On apprend plein de choses, c'est le fun, mais c'est dur d'être bon dans comme tous les domaines. Parce qu'on fait de la bio-végétale, on fait de la bio-animale, etc. Ah non, il faut que tu te spécialises, tu peux pas... C'est ça, fait que, puis comme tu dis, on finit le bac, puis on est comme pas assez spécialisé en finissant. Fait que là, il faut absolument que tu continues aux études graduées ou tu es vraiment chanceux, si tu trouves quelque chose. Fait que c'est pour ça que les deux, on a continué, définitivement. Fait que fait que j'ai appliqué à plein de maîtrises, puis il y a juste une personne qui m'a répondu. Puis vraiment. Puis c'était une chercheure au cerveau. Le centre de recherche cerveau. C'est ça. Fait que j'ai pris la maîtrise. Puis après, tu vois, au contraire, au doctorat, il n'y a plus personne qui veut faire un doctorat. Mais c'est ça. Fait qu'à l'inverse, là, tu sais, j'ai écrit à juste 2 personnes, des projets vraiment intéressants. Puis comme les deux étaient très intéressants à m'avoir. Ouais, c'est parce ça. qu'il n'y a plus personne au doc. Tout le monde est gazé après une maîtrise. Non, vraiment. On va se faire du travail. Vraiment. Fait que là, j'avais l'embarras du choix. Je pense que j'hésitais entre un doctorat sur le cancer puis un en nutrition. Puis ça a été vraiment difficile à choisir. Mais j'ai pris le doc en nutrition. Je suis très contente d'avoir choisi. Puis en fait, c'était... en fait, d'essayer de prendre le doc en nutrition, mais c'est quoi tu fais un peu plus, parce qu'on n'est pas nutritionniste? Non, c'est ça. Mais le projet, en fait, j'aimais ça parce que ma maîtrise, c'était vraiment spécialisé. Je travaillais sur un gène précis qui a des mutations dans une maladie neurodégénérative. Puis c'était du labo, presque juste du labo, puis c'est trop précis pour moi. Je veux dire, à un moment donné, j'étais tannée d'entendre ce gène-là, comme c'est juste too much. Puis mon doctorat en ce moment, c'est l'étude de la relation entre l'alimentation, le microbiote intestinal et le métabolisme. Donc beaucoup là, on parle de toute l'alimentation, ce qui est déjà extrêmement large, pas genre l'effet de la pomme sur quelque chose ou genre de la citrouille sur quelque chose. Toute l'alimentation. Sur le microbiote, on parle d'un écosystème complet, là. Je veux dire, c'est toutes les bactéries dans l'intestin. Bactéries, je veux dire, t'as pas juste des bactéries, t'as des virus, t'as des levures, t'as plein d'affaires là-dedans. T'as des... Il y a un autre type de... Pas des archées qui sont dans c'est des archées. Fait que t'as plein d'affaires dans ton intestin. Fait que juste ça, c'est un écosystème tellement complexe à regarder tout le génome de ces micro-organismes-là. Puis en plus, je regarde le métabolisme. Ça, c'est toutes les maladies qui existent au monde. C'est ça. Toutes. Fait que je trouve ça tellement intéressant de passer à un gène précis, à comme tout regarder. Mais ça t'a pas genre overwhelm un peu, genre de passer de si petit à si énorme? Parce que, tu sais, là, dans le fond, je fais de la bioinformatique, je fais de l'analyse de données. Ce qui est vraiment cool, parce que je peux travailler sur n'importe quel projet. Tu sais, j'ai fait des collaborations avec un projet sur l'activité physique. J'ai fait des collaborations avec comme des projets quand même différents. Mais au final, c'est que je suis spécialisée dans rien. Fait que, tu sais, je peux pas encore au même point qu'en bio. Exactement. Fait que je peux pas dire comme je connais l'alimentation puis je peux donner des recommandations. Non, parce que c'est trop difficile. Je connais les maladies puis je peux comme donner des recommandations. Non. Tu sais, je fais des associations, je fais des stats. Mais en même temps, tu te spécialises en statistique dans le sens que si tu vas sortir du doc puis tu vas pouvoir analyser n'importe quoi, n'importe quelle statistique, tu vas pouvoir faire n'importe quel graphique. N'importe quel projet, étude clinique, dans le fond. C'est ça. Mais il reste que, comme, je fais un doctorat en nutrition. Mais je fais de la biostat. Ça fait tellement pas de sens. Non, c'est vraiment... L'appellation est pas super parce que moi aussi, tu sais, pour ma maîtrise, moi, vu que je commence au doc, je suis comme
ma fin de maîtrise puis mon début de doc. Là. Toi, dans le fond, t'as fait ton bac en bio, puis après, t'as fait ta maîtrise en nutrition. Oui, okay. En fait, c'est parce que, je vais commencer du début. C'est que durant le bac en bio, en fait, il faut absolument prendre des stages pour avoir, durant l'été, pour avoir un peu plus, avoir plus de chances d'être engagé à quelque part. Dès ton premier été de bac, trouve-toi un stage. Trouve-toi un stage, let's go, pousse, parce qu'il faut absolument que tu trouves quelque chose. Puis à ma dernière année, mon dernier été, je me suis trouvé un stage dans l'équipe que je travaille présentement au doc. Ouais. Puis c'est ça, fait que je suis rentrée là, j'ai fait tout mon été, j'ai été temps partiel aussi durant l'automne, puis j'ai terminé mon bac, puis justement, on m'a demandé si je voulais continuer ma maîtrise. Alors j'ai vraiment dit oui. Ouais, fait que moi, ça a été vraiment facile, là. C'est comme venu à moi, mais tu sais, en même temps, je restais dans la même équipe, là, fait que tu sais, ça a vraiment été facile. Faire des stages, ça ouvre vraiment des portes. Ouais. Fait que c'est ça, puis moi, j'ai toujours été très, très intéressée par oui, la biologie humaine, mais beaucoup au niveau du cerveau. Fait que moi, c'est vraiment l'organe qui m'intéresse le plus. Puis, tu sais, maladies neurodégénératives, vraiment des pathologies du cerveau, c'est ce qui m'intéresse. Puis là, mon équipe, actuellement, travaille beaucoup sur métabolisme de l'obésité. Okay. Mais là, on est allé voir, en fait, les liens un peu plus entre l'obésité et le cerveau. Parce que l'obésité est une maladie en soi, mais elle prédispose à plusieurs autres maladies, dont, à long terme, des maladies neurologiques. Puis c'est ça, fait que mon projet de maîtrise, c'était avec le modèle animal, c'était avec une souris. Ben, des souris, là, pas juste une souris. Une seule. C'était ton amie, tu la traînais toute ta vie. C'est ça, exactement. On a fait ça ensemble. Non, j'ai repris les échantillons de mon collègue, en fait, qui, lui, était au doctorat. D'ailleurs, il soutient sa thèse aujourd'hui. Bonne chance, Flo. Puis c'est ça, fait que on a vérifié, en fait, l'effet d'une diète riche en gras et en sucrose sur la souris, sur le cerveau, sur le métabolisme du cerveau. Fait que je suis allée vraiment couper des régions du cerveau qui m'intéressaient. Fait que là, j'ai le cortex cérébral, donc vraiment un centre de décision, l'hippocampe, vraiment un centre associé à la mémoire, le striatum qui est plus système de récompense. Fait que tu sais, quand tu aimes faire quelque chose, tu sens un certain bien-être, fait que tu veux le faire. Puis aussi, j'ai regardé l'hypothalamus, donc vraiment un centre de contrôle du cerveau. Là, fait que notre prise alimentaire est régulée par l'hypothalamus, notre sommeil, la prise hydrique, donc si on a soif, puis tout. Fait que là, on a vraiment pinpoint ces régions-là, puis on est allé voir, en fait, en obésité chez l'animal, comment ça se module. Fait que là, on est là-dedans. Là, j'attends mes corrections de mémoire. Fait que, tu sais, j'étais en maîtrise en nutrition, mais fait que c'est ça. Mais là, pour mon doctorat, c'est peut-être plus approprié, parce que là, je vais travailler vraiment plus chez l'humain, en contexte de chirurgie bariatrique. Fait qu'on va vraiment, tu sais, on collabore avec l'équipe d'Andréane Michaud. Puis eux autres sont vraiment spécialisés en cerveau, justement, mais en IRM, là. Fait qu'eux autres font vraiment des méthodes d'imagerie pour aller voir avant chirurgie, puis après chirurgie, voir ce que ça fait. Puis on a vraiment des résultats intéressants. Il y a vraiment une amélioration au niveau, tu sais, du métabolisme du cerveau, puis pas juste du métabolisme, mais de la fonction de la structure. Ça s'améliore. En tout cas, on en parlera au pire tantôt, là, mais c'est ça. Fait que nous, on va prendre... On en parle maintenant. Ouais, c'est ça, en fait. On va en parler maintenant. Mais en gros, pour mettre un peu en contexte, les individus qui sont atteints d'obésité, surtout comme à la mi-vie, le midlife, ils ont vraiment comme une diminution de leur densité de cerveau. Fait qu'il y a moins de matière blanche, moins de matière grise. Fait que de manière structurelle, il y a vraiment une différence au niveau du volume comparativement à un individu qui est de poids normal. Ah ouais? Ouais. Fait que, puis ça, bien évidemment, ça se répercute sur la fonction. Ben oui. Fait que, tu sais, moins de capacité de mémorisation. Des fois, ça peut même engendrer des problèmes plus moteurs. Tu sais, fait qu'ils vont vraiment voir, eux, avant une chirurgie bariatrique, tu sais, ils prennent des mesures avec un IRM, soit structurel, donc l'individu, il est dans l'IRM, puis il fait juste se faire checker son cerveau, ou fonctionnel, ils vont faire comme des tâches dans la machine. Fait que ça peut être des tests gustatifs, fait que l'individu va goûter quelque chose, ça va activer des zones dans le cerveau, puis ils vont les mesurer ça. Fait que ça, c'est un exemple de qu'est-ce qu'ils font. Puis ils ont vraiment vu là, qu'il y a une amélioration de l'état du cerveau, donc le volume réaugmente. Fait que matière blanche, matière grise. Puis, tu sais, des fonctions sont vraiment améliorées aussi. Là. Ils regardent aussi, tu sais, les signaux bold. En fait, c'est comme l'oxygène au cerveau. Fait que, tu sais, plus que ton cerveau va bien, plus que ton cerveau va réagir, peut avoir plus de signaux. Fait que c'est ça. Fait qu'ils regardent ça, puis ça s'améliore vraiment.
Fait que nous, Ok. on va prendre ça, Ouais. ces participants-là, mais on va regarder au niveau du microbiote. Fait que, tu sais, on va vraiment focuser sur l'axe intestin-cerveau parce que récemment, dans la recherche, on se rend compte que, ben, tu sais, communauté scientifique au complet, on se rend compte, en fait, que l'intestin et le cerveau sont vraiment plus reliés qu'on pense. Fait que, tu sais, nous, on va vraiment... Tu sais, les autres, ils se focusent sur le cerveau, mais nous, on va vraiment voir au niveau du microbiote si pré-chirurgie bariatrique et post-chirurgie bariatrique, il y a des changements au niveau du microbiote. On s'entend que oui. Puis on va essayer de corréler ça avec eux autres ce qui mesurent dans le cerveau. Fait qu'on va faire des stats par rapport à ça. Mais tu sais, juste ça, c'est vraiment difficile à étudier parce qu'il y a une relation entre le microbiote et l'obésité. Ouais. Puis là, tu dis, il y a un lien entre intestin-cerveau. Ouais. Il y a un lien entre obésité-cerveau, obésité... Ah oui, comme c'est même microbiote, pas un triangle c'est- genre de Holy Trinity, c'est vraiment comme un espèce de pentagone, Ah ouais, octogone, c'est comme tout mélangé. terrible. Parce que aussi, tu sais, il y a Puis l'alimentation Ben c'est ça rentre en là-dedans plus. Parce que l'obésité, c'est tellement une maladie compliquée, tu sais. Il y a tout le temps un peu le stigma de « Ah, ben là, les gens qui ont de l'obésité, c'est parce qu'ils mangent pas, ils Ah mangent non, pas bien, vraiment puis pas. Il y a ils de la bougent pas. génétique aussi là-dedans. Oui, c'est ça. Puis de plus en plus, on se demande, est-ce que l'obésité serait pas une maladie du cerveau, tu sais? Parce que comme je disais tantôt, on a regardé l'hypothalamus durant ma maîtrise, mais Ouais. parce que justement, c'est le centre régulateur de la prise alimentaire. Fait que si ton cerveau est déréglé puis il te fait manger plus que tu devrais, là, tu développes l'obésité. Mais comment tu traites l'obésité? Est-ce que tu vas traiter au niveau du cerveau ou tu traites les conséquences de... Puis là, il y a le microbiote qui rentre là-dedans. Puis comme on disait, il y a des... l'obésité, c'est une maladie aussi liée à l'environnement. Fait que, tu sais, si tu as toujours vécu dans un environnement où ta famille bougeait moins ou mangeait de telle façon, peu importe, ben ça influence énormément ton phénotype, fait que comment tu es physiquement, fait que ça se peut que tu développes l'obésité. Puis la génétique, c'est... j'ai vu, ben dans les guidelines un peu d'obésité au Canada, c'est quand même bien prouvé. En fait, c'est prouvé que 70 à 80% de ta génétique détermine ton indice de masse corporelle. Fait que ça, c'est énorme, là, tu sais, c'est génétique, là, tu sais. Ta génétique influence, tu sais, ta masse adipeuse. Fait que, tu sais, t'as bien beau manger super bien puis faire des marathons à toutes les semaines, si t'as la mauvaise génétique, ben ça se traite comme pas vraiment. Puis c'est ça que les gens comprennent pas nécessairement, c'est tellement plus complexe. Fait que c'est ça, l'obésité, là, c'est vraiment un sujet vraiment vaste, là. Fait qu'on C'est une épidémie. Ben oui, vraiment. Puis c'est pour ça qu'on travaille aussi sur la chirurgie bariatrique, c'est parce que c'est comme... c'est vraiment efficace, mais c'est le dernier recours. Fait que, tu sais, mettons, un individu qui est atteint d'obésité, il va commencer par changer ses habitudes de vie. Là, si ça marche pas, on va voir les médicaments. Puis là, si c'est pas encore vraiment efficace, on s'en va à la chirurgie bariatrique. Puis là, je vais juste, peut-être juste déterminer c'est quoi une chirurgie bariatrique, parce que c'est quand même... Vas-y. C'est vraiment pas tant connu, on dirait. Mais en gros, c'est une chirurgie du système digestif. Fait que on va venir vraiment modifier un peu le système digestif de sorte à ce que la personne, elle mange moins. C'est surtout ça. Fait que t'as plusieurs types. Mais là, je vais juste aller voir... parce que c'est vraiment comme... Il y a plusieurs types, puis je vais juste pas dire n'importe quoi. Mais... ouais, c'est ça. Fait que non seulement ça réduit la quantité d'aliments qu'une personne va ingérer, mais elle va aussi... Mais c'est quoi? J'y viens. coupe une partie... Ouais, j'y viens, parce qu'il y a 3 types. OK, vas-y. Ouais. Je te laisse faire. Fait que c'est une chirurgie qui va venir diminuer la quantité d'aliments qui va être ingérée par la personne, puis qui va aussi réduire l'absorption calorique. OK. Fait que vu que... c'est ça, selon le type de chirurgie, t'en as 3 populaires. T'as soit ce qu'on appelle la sleeve. Fait que c'est juste... Ils vont juste venir réduire le volume de l'estomac. OK. Ils enlèvent le 2/3 environ. T'as soit... Là, les 2 autres, je les connais un peu moins parce que justement, je suis en train de me familiariser avec ça. T'as aussi Roux en Y, que ça aussi, ils vont venir réduire l'estomac, mais ils vont aussi venir... c'est aussi une question dans l'intestin. Là, ils vont comme raccorder l'intestin de manière à ce que les lipides soient moins absorbés, de ce que j'ai compris. Puis t'as la 3e qui est peut-être la plus risquée, mais qui donne le plus de résultats, c'est la dérivation bilio-pancréatique. OK. Où ils réduisent aussi l'estomac. L'estomac est pas mal tout le temps réduit. Ouais. Puis là, ça vient vraiment... Pour vrai, là, c'est vraiment de la tuyauterie. Là. C'est vraiment de la plomberie. Puis là, je les ai dit en ordre, en fait, de risque. Fait que, tu sais, la sleeve, c'est la moins risquée, mais qui donne peut-être le moins de résultats. Mais la dérivation, c'est la plus risquée, mais qui va être la plus efficace. Mais le choix de la chirurgie dépend aussi de ton obésité.
OK. C'est vraiment juste des obésités sévères. Fait que, il faut vraiment que tu sois rendu, tu sais, c'est comme la dernière chance, entre guillemets. Ouais. Là. Fait que, tu sais, puis il y a beaucoup de guidelines à respecter. Tu sais, il faut que tu ailles un BMI, ben un IMC en haut de 40. Si tu as du diabète ou tu as des comorbidités, tu peux avoir un IMC un peu plus bas. OK. Mais tout est pris en compte, puis c'est quand même long comme chirurgie. Là. Il faut quand même que tu réussisses à perdre du poids de toi-même avec ton OK. alimentation. Puis aussi, c'est quand même gros parce que tu réduis la taille de ton estomac, fait que tu manges quasiment plus, honnêtement. Il y en a qui, tu sais, une bouchée, c'est fini, là. Puis c'est ça, puis après ça, là, tout ton intérieur est comme changé, mais là, ton absorption est différente. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Je dirais pas... C'est quand même une grosse convalescence. Mais vu que tu absorbes moins, tu absorbes juste ce que tu aurais besoin, ben les personnes perdent vraiment beaucoup de poids. Puis c'est quand même vraiment durable dans le temps, là, tu sais. Souvent, dans les premières années, la personne va comme vraiment perdre du poids, elle va atteindre un plateau, puis elle va en reprendre un petit peu, mais ça va rester, ça ne reviendra pas au niveau initial de son poids, à moins que ce soit génétique. Parce que l'obésité vraiment génétique, là, quand ça t'as vraiment... rien, la personne va perdre du poids pendant 1 ou 2 ans, puis elle va tout reprendre son poids. Oh non! C'est vraiment dommage. Puis il n'y a comme pas de traitement pour le moment. Il faudrait que ce soit une thérapie génique, mais là, ça n'existe pas encore, là, vraiment. Non. Fait que c'est pour ça. On veut vraiment regarder l'effet de la chirurgie bariatrique sur le microbiote parce qu'on change l'intestin. On change un peu le... Puis tu changes, c'est comme les bactéries, ce qu'ils mangent, c'est ce que nous, on mange. Exactement. C'est l'intestin. Puis là, tu changes l'absorption. Si tu absorbes moins, ben eux, ils ont plus... Ben, ils ont un autre genre de nourriture Exactement. accessible. Fait que ça change tout. C'est ça. Puis, tu sais, nous, les participants qu'on va avoir, c'est des... c'est une cohorte d'individus, en fait, qui sont en recrutement en ce moment. Puis les autres, c'est juste des gens qui vont avoir une sleeve, fait une diminution du volume de l'estomac. Mais, tu sais, déjà là, ils absorbent moins pareil. Ils mangent moins. Ils vont manger différemment. Fait qu'on va aller voir, tu sais, dans cette chirurgie-là, spécifiquement, les effets au niveau du microbiote. C'est sûr que la dérivation serait vraiment intéressante à aller voir aussi parce que là, tu changes vraiment tout, mais même juste ça, c'est sûr qu'on a des résultats, là. C'est sûr et certain. Fait que c'est ça. Mais qu'est-ce que, tu sais, puis la chirurgie bariatrique, c'est comme... C'est pas nouveau, mais on en entend plus parler maintenant qu'il y a peut-être 10 ans. Ouais. Mais c'est ça, à long terme, c'est quoi les effets, tu sais? Ben, ailleurs dans ton corps. Fait que c'est pour ça qu'on regarde le microbiote. C'est vraiment une bonne idée. Ouais. C'est vraiment intéressant. Fait que, mais là, c'est ça, c'est encore en recrutement, fait que là, ça attend un peu, là, mais ouais, fait que c'est ça mon projet de... Vraiment intéressant, j'ai hâte de voir les résultats. Ouais. Peut-être qu'on va pouvoir collaborer si jamais tu veux faire des stats. Je vais t'apprendre comment R fonctionne. Oui, parce que j'ai juste un cours durant le Comment bac. faire des stats. Faire des beaux graphiques. Ouais. Je suis devenue experte là-dedans. C'est ça. Fait que c'est ça. Super. Ouais. Fait que c'est ça. Beaucoup de travail. Je suis au début de doc. Fait que... As-tu des conseils à me donner, toi qui es vieille doctorante? Honnêtement, oui. Honnêtement, stresse pas trop. Parce que tout va finir par déboucher. Mm-hmm. Tu sais, au début, on veut avancer rapidement. Oui. On veut les résultats maintenant. On fait les premiers tests stats. Ça donne rien. On est déçu. Puis on se dit qu'on veut plus faire le doctorat puis qu'on veut lâcher. Mais ça va venir. Tu sais, comme moi, mon premier article de premier auteur vient juste d'être publié. Ouais. Puis comme, c'est ma 4e année. Ça doit être fâchant un peu. Ouais. Oui, mais en même temps, c'était un gros article. Puis on a mis beaucoup, beaucoup de temps dessus. Tu sais, il aurait pu être publié en 2 ans, mais on a retravaillé pour vraiment aller sortir tout ce qu'on pouvait sortir. Puis je suis contente qu'il soit sorti maintenant. Mais mettons que j'ai été beaucoup découragée au début. Ouais. Parce que c'est long, avoir des résultats, puis c'est niaiseux, mais apprendre comment faire des stats. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Tu sais, tu reçois un résultat, t'as-tu posé la bonne question? Parce que c'est ça qui est important. Tu sais, tu veux voir une différence entre tes 2 groupes. Ben, choisis le bon test pour ça. Parce qu'il y a plein de tests qui existent. Puis juste lancer des stats pour rien sans question d'abord, ben ça sert à rien. C'est ça, tu comprends pas ce que tu fais, puis tu fais juste soin. T'as pas le choix de garder la démarche comme scientifique. T'as pas le choix d'avoir comme ton hypothèse, la tester, puis regarder si c'est vraiment... Ça répond vraiment à ce que tu t'es posé avant.
Fait que comme, tu sais, stresse pas, ça va venir. Puis oui, OK, mon premier article, premier auteur vient juste de sortir après 4 ans, mais tu sais, j'ai eu des collaborations aussi, puis je veux dire, tu travailles sur plusieurs projets en même temps. Ouais. Puis conseil, n'hésite pas à aider des gens à faire des collaborations parce que des fois, tu es bloqué dans ce que tu fais en ce moment. Ouais, fait que tu peux faire ça en attendant. Puis tu peux faire ça en attendant, mais aussi, c'est qu'en voyant ce qu'il y a ailleurs, ça te fait débloquer de quoi dans ta tête. Puis là, tu as un œil nouveau sur ton projet, mettons. Fait que... C'est vrai. Puis tu peux aller chercher de l'expertise dans une autre équipe, tu sais, qui font... Vraiment. T'as des choses différentes, là. Après, tu vas te chercher de l'aide ailleurs. Puis c'est juste le fun de collaborer. Ouais. Puis pourquoi t'as décidé de faire un doc? Tu sais, pourquoi se rendre aussi loin? Ben, moi, je veux vraiment être prof. Moi aussi, j'aimerais être prof. Bon, voilà, c'est pour ça qu'on est là. Non, mais c'est que, tu sais, quand j'ai fait mon bac en bio, mon père a eu un diagnostic de la sclérose latérale amyotrophique. Puis j'ai décidé de faire ma maîtrise là-dessus. Ouais. Justement parce que je me suis dit, crime, genre, j'ai quand même un bac en bio. Tu sais, j'ai le potentiel, j'ai les connaissances. Pourquoi j'utiliserais pas mon temps pour tu sais, guérir le monde, dans le fond? Ouais, c'est ça. Pourquoi je ferais pas ça? Ouais. Puis, ben, il est décédé, mais je suis quand même contente d'avoir fait ma maîtrise là-dessus. Puis après, ben, cette maladie-là m'intéresse plus ou moins. Puis, comme je te l'ai dit, c'est sur un gène vraiment spécifique. Ouais, c'est ça. Puis, comme ça m'allume pas. Fait que j'ai décidé de... Je me suis dit, pourquoi je ferais pas sur d'autres maladies? Ouais, c'est ça que ça va quand même bénéficier à plein d'autres mondes aussi. Tellement. C'est ça. Fait que je me suis dit, pourquoi je passerais pas ma vie à juste chercher sur des maladies? Parce que dans le fond, tu sais, l'avancement des connaissances, c'est où qui se fait? C'est dans les universités. Ouais, exact. Parce que, je veux dire, des médecins, ils dépendent de ce qui est disponible sur le marché comme médicament ou comme traitement. Et les industries qui font ces traitements-là ou ces médicaments-là dépendent de la recherche qui a été faite dans les universités pour découvrir ces molécules-là ou ces traitements-là ou ces biomarqueurs-là. Fait que je me suis dit, crime, pourquoi je passerais pas ma vie à chercher ça? C'est pour toujours pouvoir améliorer. Genre, tout le temps pouvoir améliorer. Puis t'as tellement une grande liberté. Ben oui. Dans le sens où moi, je fais des stages sur plein de cohortes, puis je trouve plein d'affaires vraiment intéressantes. Puis je le sais que ça va mener un jour à quelqu'un, tu sais. C'est ça. Un jour, ça va faire qu'il y a un médecin qui va dire à quelqu'un, ben, comme on a un traitement. C'est ça. Tu sais. Fait que je me suis dit, pourquoi je ferais pas ça de ma vie? Fait que c'est pour ça que je fais un doctorat. Ouais. Puis je suis pas pressée de le finir parce que je fais plein de projets vraiment intéressants. Dans le podcast. C'est un projet intéressant. Oui, c'est vrai. On décide. C'est vrai. Puis c'est ça. Fait que c'est pour ça que je fais un doc. Ouais. Mais je te comprends parce que moi aussi, ça a parti, tu sais, d'une maladie. Là. Moi, c'est ma grand-mère qui avait un diagnostic d'Alzheimer, en fait. Ouais. Fait que c'est pour ça que le cerveau, ça m'a toujours intéressé, tu sais, les pathologies au niveau du cerveau. Fait que... C'est fucked up. C'est vraiment comme une motivation personnelle, là. Puis tu comprends, toi aussi, t'as eu ça. Fait que, c'est de se dire, OK, bon, c'est vraiment proche de moi. Ça arrive à n'importe qui. Fait que pourquoi pas, tu sais, aider dans ce sens-là. Puis, tu sais, j'ai toujours aimé l'école, j'ai toujours été très intellectuelle. Fait que comme... C'était comme juste naturel. Puis là, en rentrant à l'université, ben au début, je suis rentrée en foresterie. Ça n'a pas été... ça n'a pas été... Foresterie? Ouais, ben... Hey, t'es loin de la nutrition, là. Hey, ben, je vais te raconter, OK? C'est parce que j'ai eu... Mon intérêt pour le cerveau a toujours été là, pour la bio humaine, mais je me suis pas écoutée. Moi, quand j'étais jeune, ma mère a fait un DEP pour devenir infirmière auxiliaire. Okay. Elle avait tous des livres de bio, là, comme le Maria, puis tout, là, tu sais, d'anatomie et tout. Puis j'ai toujours aimé ça, regarder ces schémas, puis tout. Puis là, quand il est venu le temps de choisir mon, tu sais, où c'est, j'allais au cégep, puis tout, j'allais en sciences nat parce que, ben, j'étais comme, hey, j'aime ça être dehors, j'aime le plein air, je vais aller en foresterie voir. J'aime ça le plein air, mais j'ai pas aimé la foresterie vraiment. Puis, mais pourtant, si je m'étais écoutée, je me serais rendu compte que ce qui m'intéressait vraiment, tu sais, pour ma carrière, ça aurait été justement de la biologie, puis tu sais, le plus médecine biohumaine, parce que, tu sais, j'aimais full ce que ma mère faisait. Le cerveau m'intéressait à cause que, tu sais, justement, ma grand-mère a eu son diagnostic. Fait que, tu sais, vers fin de secondaire qu'on a su ça. Fait que, tu sais, ça m'a toujours intéressée. Fait que là, après, j'étais comme, moi, je vais en foresterie parce que j'ai pas envie, tu sais, j'avais envie d'avoir un métier que tu sais, j'ai pas l'impression de travailler, tu sais. Fait que j'aime ça, les randonnées, moi, faire ça. Erreur. Puis là, c'est ça. Fait que j'ai fait une session, j'ai fait, c'est pas pour moi.
je sors de là. Fait que là, je suis allée en bio. Mais pourquoi t'es pas allée en sciences biomédicales? C'est un bac, ça? Je sais, mais justement, dans ma prise de décision, quand j'ai changé de bac, tu sais, j'aimais quand même ça, la bio plus animale ou, tu sais, mon aspect plein air T'as existait gardé encore. un petit peu le plein air, mais pas genre à Pas 100%. autant, c'est ça. Puis, tu sais, au final, tantôt, on critiquait un peu le bac en bio, mais il m'a quand même permis de prendre des cours, tu sais, options vraiment liées à, tu sais, la bio humaine. Il y en a vraiment plein. Ouais, l'Université Laval. tu sais, oui, j'ai un bac peut-être trop large, mais je me suis vraiment comme spécialisée un petit peu, tu sais, en génétique. Biologie cellulaire moléculaire. Exactement. Puis là, c'est là que, tu sais, là, je suis rentrée à mon stage, puis tout, puis là, je suis rentrée. Puis c'est ça, ça a comme... J'ai vu que ça existait en rentrant en bio, puis j'ai vu aussi que le domaine de la nutrition, c'était vraiment trop large. Fait que je voyais un chemin possible pour me rendre à ce que je voulais faire, c'est-à-dire travailler sur le cerveau, puis j'ai réussi. Puis là, c'est ça, puis j'ai toujours eu un peu ce goût-là, tu sais, d'enseigner, puis j'aime vraiment ça, partager mes connaissances. Fait que, tu sais, le métier de prof est toujours on the back of my head. Tu sais, puis il dort là, mais je me suis dit, crème, être prof à l'uni, avoir mon cours que je monte, tu sais, de A à Z, qui est comme full spécialisé, puis tu sais, j'aide des étudiants, mettons, à avoir la même passion que moi, ben ça me motive. Fait que c'est pour ça que je fais un doc. Fait que, tu sais, je me spécialise en trucs de cerveau, dans ce domaine-là, en nutrition, mais ça va me permettre éventuellement peut-être de faire la même chose, tu sais, auprès des étudiants. Fait que moi aussi, j'aimerais être prof. Ouais, puis inspirer les jeunes. Ouais. Les jeunes. Les Parce jeunes. qu'on est plus jeunes. On est vieilles. On est vieilles. Les jeunes. À faire comme nous. À travailler pour la santé. Pas avoir une génération qui travaille pour améliorer la santé de tout le monde. Puis, tu sais, on n'est pas... tu sais, on n'a pas un parcours connu, là, tu sais. Maîtrise, doctorat en nutrition, là, c'est pas vraiment connu. Tu sais, les gens pensent qu'on est nutritionniste, et pourtant... mais c'est quoi? Moi, quand je dis que je fais un doctorat en nutrition, les gens pensent que c'est comme un doctorat en médecine. Tu sais, qu'il n'y a pas de bac en nutrition, mettons, mais que tu rentres dans le doctorat de nutrition comme direct. Un doctorat de premier cycle. Ouais. Puis quand tu as ton diplôme, ben, t'es dans l'ordre des nutritionnistes, mettons. Ah, ouais. On m'a jamais dit ça. Ben, moi, oui. Parce que j'ai dit que je faisais un doc en nutrition, puis ils m'ont dit « Ah, tu veux devenir nutritionniste? » Non. J'étais comme, de 1, non. Puis de 2, c'est un bac en nutrition qui permet d'être nutritionniste, pas un doctorat. Ah, ouais. Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais c'est intéressant parce que ça prouve que la perception des doctorats, quand t'es pas dans le milieu universitaire, tu sais pas c'est quoi. Puis c'est correct, là, je veux dire, c'est nous qui va à l'université pendant 10 ans, mais c'est... Ah, ouais. Ouais, mais au lieu de dire que je fais un doctorat en nutrition, j'aime mieux dire que je fais un doctorat en recherche. Ouais, les gens comprennent peut-être mieux. Ouais. Puis c'est pas ça évite de, justement, je sais où ça s'enligne. Quand je dis que je fais un doctorat en nutrition, les gens me disent « Ah, t'es nutritionniste », puis ils veulent me poser des questions sur qu'est-ce que je mange pour... Puis ça me tente pas. Fait que je dis comme, je fais un doctorat en recherche, je travaille sur le microbiote intestinal. Fait que tout de suite, ça enlève ce petit bout de conversation-là malaisant. Mais moi aussi, on dirait quand je dis que je fais un doc, je suis comme, ah oui, je fais un doctorat en nutrition, mais je suis pas nutritionniste. Tu sais, on dirait que je le dis d'emblée. Je suis comme, moi, je veux pas qu'on me pose des questions sur tes brocolis. Je suis pas spécialisée là-dedans. Je le sais pas. Oui, je peux te dire, oui, mange bien, mais tout le monde peut te dire ça, tu sais. Fait que... Mais ouais, moi, je le dis un peu d'emblée, puis on dirait que je mets les gens en contexte direct parce que, justement, les questions reviennent, tu sais. Puis c'est normal, là, je veux dire, doctorat en nutrition, moi aussi, là, je ferais pas ça, je poserais exactement la même question, mais... Ouais, c'est ça. Mais j'ai l'impression que le bac en nutrition non plus n'est pas vraiment connu, mais ça c'est un autre sujet, là. Ça, j'ai pas fait ce bac-là, fait que... Je sais pas. Ben, quand tu fais un bac en nutrition, t'es nutritionniste. Fait que les gens savent c'est quoi être nutritionniste, mais je pense qu'au-delà de ça, ils savent pas trop. Ouais. Ou même, tu sais, comme les questions classiques, je me promène en forêt avec du monde, puis ils sont comme « Hey, Isa, c'est quoi cet oiseau-là? T'as fait un bac en bio? Tu sais c'est quoi l'oiseau? » Je suis comme « Aucune idée. Genre, je connais aucun oiseau. Comme je sais pas. C'est un petit pit, là, tu sais. Je suis comme « Mais non, mais moi, je suis en biocellulaire, biomoléculaire, mais genre... » C'est la même chose, genre, c'est un arbre, c'est quoi ça, cet arbre-là? J'ai aucune idée. C'est un arbre. Je suis capable de dire qu'est-ce qui est un conifère puis un feuillu, mettons, là, mais... C'est tout. Et pourtant, j'ai fait foresterie pendant une session. T'as fait foresterie, t'as pas d'excuses. Une session. Tu devrais connaître les arbres. Je les connaissais. Sérieux? Ben, on n'avait pas vraiment le choix, là. On faisait
Excusez. Vous apprenez vraiment comme c'est quoi les arbres? Ben, c'est parce que des fois, on faisait comme des recensements de peuplement. Puis, tu sais, fait qu'on avait, mettons, une parcelle. Fait que c'était comme un petit rayon de tant de mètres. Il fallait dire dans ce rayon-là, c'est quoi t'as comme essence d'arbre. OK. C'est vraiment loin de ce que je fais en ce moment. T'avais pas le choix. Ouais. Parce que en bio, comme, à part si ça t'intéresse vraiment dans ta vie, il y a aucun cours où tu les apprends. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'apprends pas des animaux par cœur. Tu regardes le fonctionnement de leur, mettons, leur système circulatoire, il est fait comment, genre, leur cœur, il est comment, il est où, genre des trucs les dents aussi, là. On les a dents. Ouais, comment que les muscles C'est vrai. s'attachent pour la mâchoire. Là, tu peux savoir si c'est un herbivore ou un carnivore. Ah ouais, c'est ça, mais tu sais, on n'apprend pas Ouais. d'animaux ni d'arbres. Là. Ouais. Puis on voit tout ce qui se passe, genre les récepteurs cellulaires, les molécules, mais genre on n'apprend pas les... Non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment pertinent d'aller voir aussi dans ce podcast-là les gens, qu'est-ce qu'ils font. Parce que justement, tu sais, il y a des domaines vraiment que c'est des choses très précises, puis nous, ben, tu vois, on est vraiment dans plein de domaines. Ouais. Mais ouais. Puis sinon, tantôt, tu disais là, que, tu sais, Randodoc, tu sais, tout le monde te voulait, dans les gens que t'as comme... Ouais. C'est quoi un peu, comment que t'as fait pour... tu sais, ça a-tu pris du temps, vraiment? Oui, il y a des gens, ils voulaient... Tu sais, il y a des profs qui seraient intéressés par ta candidature. Je l'ai quand même magasiné d'avance. Ouais. Tu sais, 1 an avant que je finisse ma maîtrise, j'ai commencé à regarder pour un doctorat. Parce que, ben, tu sais, un doctorat, c'est 4 ans. Ouais. Fait qu'il faut que tu sois... Techniquement, c'est 4 ans. Oupsie! On verra. Mais, fait que je me disais, crème, c'est long, là. Tu sais, une maîtrise, c'est 2 ans, à peu près. Puis, un doctorat, c'est 4 ans. Puis je me disais, je veux pas m'en passer. Tu sais, je regarde pas trop, puis je me ramasse en première équipe. Fait que, puis, tu sais, t'es un peu plus vieux aussi quand tu fais un doc, tu sais qu'est-ce que tu veux faire. Ouais. Tu sais, moi, je passais du temps à faire du labo, des cultures cellulaires, mais tu sais, je faisais pousser des neurones ou des cellules. Mais ça fait que, ben, il faut que tu y ailles à la fin de semaine, t'as pas le choix. Ouais, santé cellules ils poussent tout le temps, fait qu'il faut que tu t'en occupes tout le temps. Puis je faisais que du labo, puis j'étais tannée de faire que du labo parce que t'as une expérience en ce moment, la machine à bug, elle fonctionne pas. Ben là, ça te prend 4 heures au lieu de 2 heures. Oups, tu l'as parti à 3 heures l'après-midi, il est rendu 7 heures, tu sais. Ouais. Fait que je voulais pas de labo. Fait que je magasinais un doctorat qui avait pas de labo. Puis je voulais aussi une équipe le fun, je voulais pouvoir faire du télétravail. Fait que je l'ai vraiment magasiné. Puis je voulais aussi un directeur qui me laissait un peu faire ce que je veux. C'est ça. Fait que je l'ai magasiné. Puis j'ai écrit à 2 professeurs qui m'ont réécrit. Puis on a eu comme une première rencontre. Tu sais, c'était une entrevue, mais je le voyais comme si c'est moi aussi qui est passé en entrevue. Ben oui, parce c'est qu'il faut. Parce que comme c'est long, là, c'est un 4 ans, c'est mon diplôme, c'est mon futur est basé là-dessus. Là. C'est ça, puis tu sais, ça veut pas dire que t'es le prof, oui, peut-être qu'il est full reconnu, mais ça veut pas dire que ta personnalité fonctionne avec sa personnalité ben, non c'est plus. Ça, puis c'est surtout des styles d'enseignement. C'est qu'il y en a qui préfèrent donner une ligne très, très claire à un étudiant, puis dire tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Ou il y en a d'autres qui disent ben check, tu peux faire ce que tu veux. Toi, réfléchis sur ton projet, trouve-moi une bonne idée, puis tu sais, si c'est bon, pars là-dessus, puis après, tu changes, puis tu sais, comme le laisser un peu libre. Puis ma maîtrise, c'était surtout sur une ligne quand même bien tracée. Tu sais, je savais sur quoi je m'en allais. Puis j'aimais pas ça, j'avais envie d'essayer autre chose, que ce soit moi qui décide de mon projet, qui ait envie de partir à quelque part. Puis même si c'est pas nécessairement la bonne voie que je prends, ben c'est d'apprendre par moi-même, puis apprendre justement à monter des projets par moi-même, dans le but d'être chercheur autonome, en fait. Ouais. Fait que je suis allée faire une entrevue avec 2 profs. Puis il y en avait un qui était encore une ligne directrice que j'aimais un peu moins, mais tu sais, c'est un très bon labo aussi. Puis ceux-là, avec mon directeur en ce moment, Frédéric Raymond, qui avait vraiment une autre approche qui me laissait complètement champ libre. Puis il est encore comme ça. Fait que des fois, je vais le voir, puis je lui dis comme « Hey, j'ai une idée de fou, on devrait essayer ça, puis on fait ça, puis on fait ça. » Puis comme « Essaye-le. » Ah, ça, c'est le fun. Essaye-le. Mais il est-tu quand même, tu sais, présent pour te guider, mettons que t'es vraiment... Oui. Ouais, OK. Fait qu'il te laisse la liberté, mais quand t'as besoin, il est vraiment présent. Ben oui, c'est sûr. Mais tu sais, il me dit, ben essaye-le. Fais-moi un petit test. Ouais. Fais-le sur telle affaire. Vas-y. Je suis comme, OK. Je le fais. Puis souvent, ça marche pas. Mais c'est comme mais ça je reviens le voir, puis je dis, ben ça n'a pas marché. Il est comme, ah, ben c'est pas grave. Puis là, tu vas faire quoi ensuite? Puis je suis comme, ah ben, je vais continuer telle affaire. Mettons, comme tu m'avais dit que j'étais mieux de partir dans telle direction, je vais faire ça. Il fait, parfait. Je pars dans la direction, puis là, j'ai une autre idée.
Puis il est comme, ben essaye-le. Puis je l'essaye, puis ça marche. Puis il est comme, hey, super, bravo! Cool, tu fais quoi ensuite? Puis je suis comme, je sais pas, là, il y a trop de choses, je sais pas quoi faire, je pars dans plein de choses. Il est comme, ben ça, c'est peut-être pas une bonne option pour l'instant. Fait que fais autre chose. Je vois vraiment Frédéric comme un conseiller plus qu'un directeur. Mais il n'y a pas la même approche avec tout le monde. Ben, il agit complètement différent en fonction de ses étudiants. C'est ça qui est le fun. Mais c'est vraiment une force parce qu'on est tous différents et on n'a pas besoin du même encadrement. Ouais. Fait que si Frédéric est capable de s'ajuster, ben, t'as comme vraiment une direction plus adaptée à toi, là. Ouais, mais ça doit pas être facile là, d'être dans ses souliers au quotidien. Vraiment parce que c'est différent. Il faut que tu gages, c'est... Comme moi, il me laisse un peu faire ce que je veux, mais c'est parce qu'il sait qu'au final, ça va avancer. Puis comme... Mais je sais pas s'il ferait la même technique à quelqu'un qui s'enfonce dans quelque chose, mais que ça prend beaucoup de temps, puis que finalement, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, fait que j'ai magasiné les deux. Puis je suis retournée les voir 2 fois parce que j'hésitais vraiment beaucoup. Mais quand même. Ouais. Parce que je voulais vraiment un bon doctorat. Tu sais, je voulais pouvoir publier beaucoup. Fait que je voulais que ce soit quand même un gros labo, mais je voulais pas trop de pression. Fait que, ouais. Non, c'est important quand même de magasiner, là. Ouais. Fait que, c'est ça. Puis c'est ça aussi que j'ai compris, tu sais, moi-même de mon bord, il y a vraiment des critères personnels là, quand tu recherches un programme d'études graduées, que ce soit maîtrise ou doc. C'est ça, c'est vraiment une place que tu vas te sentir bien. Ah oui, à l'aise. Tout ton temps. C'est ça. Puis moi, en fait, je suis restée dans la même équipe de ma maîtrise au doc. J'ai décidé de rester dans la même équipe. Ouais. Justement, le bien-être dans mon équipe, c'était vraiment important pour moi. C'était pas plus important que la publication, peu importe, mais j'avais pas envie, mettons, de recommencer à zéro avec une nouvelle équipe, de connaître personne. C'est quelque chose. Ça me stresse quand même. Recommencer un nouveau projet, sais-tu, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Ah ouais? De repartir de zéro? Ouais, parce que moi, j'étais complètement, tu sais, je connaissais la sclérose latérale amyotrophique très bien. Et un gène puis même, à la limite, un peu d'autres maladies neurodégénératives. Je connaissais très bien la protéine que j'étudiais, le gène. Je le connaissais très bien, comme la traduction des ARN messagers. Je connaissais ça très bien. Un processus cellulaire très, très spécifique, très important pour les neurones. Puis là, j'arrive dans le microbiote, l'alimentation et le métabolisme. C'est complètement autre chose. Ouais. Puis j'entends parler des termes. Ben là, on est dans une chaire d'excellence de recherche du Canada sur l'endocannabinoïdome et le microbiote. Oui. Donc, j'entends, moi, microbiote, métabolisme, plein d'affaires d'alimentation, des acides gras polyinsaturés, oméga 3, oméga 9, oméga 6. Aucune idée c'est quoi. Puis on me parle d'endocannabinoïdes qui sont super importants. J'ai aucune idée c'est quoi. Oui. Puis comme j'ai fait ce big step-là de partir dans une nouvelle équipe, mais c'était très stressant. Oui, c'est sûr. Mais je suis contente. Mais après 4 ans, c'est looking back, tu sais, ça a été vraiment un bon move, mais c'est ça. Je pense que changer d'équipe, il faut quand même un peu de courage, je sais pas comment dire ça, mais c'est ça. Moi, j'avais comme plus envie de rester dans mes affaires, je suis quand même quelqu'un comme ça. Puis c'est ça, puis ben, mon directeur de recherche, il ressemble un peu au tien, mais en fait, ils collaborent tout le temps ensemble. Ils sont tout le temps ensemble. C'est mon co-directeur. C'est ça. Fait que mon directeur à moi, Alain Veilleux, en fait, il a un peu la même approche que Frédéric, dans le sens qu'il est beaucoup axé sur l'enseignement aussi, là, sur comment on apprend. Puis ça, tu sais, j'avais vu ça dans ma maîtrise, vu que j'étais avec, puis j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, d'avoir le choix de un peu ce qu'on fait. Tu sais, mon projet, oui, on collabore avec Andréane Michaud, mais s'il y a des choses que je veux vraiment faire, mettons un projet animal, ben comme on va le faire. Tu sais, j'ai l'impression aussi que j'ai un peu de liberté plus qu'une ligne directrice, puis c'est ça que je veux faire aussi. Fait que là-dessus, je te comprends. Puis, tu sais, comme je disais, Alain est très, très... Tu sais, pousse vraiment pour qu'on apprenne de nous-mêmes. Ouais. Qu'on apprenne à écrire un article. C'est quoi écrire un bon article? C'est quoi écrire un mémoire? C'est quoi faire des demandes de subvention, des demandes de bourse? Apprendre à faire des stats. Bon, des fois, Alain, il est bon en stats, puis lui, il comprend bien. Fait que nous, on est comme un peu clueless, là, mais, tu sais, c'est du work in progress. Fait que, tu sais, ça va. Mais puis ça, je trouve ça important parce que, tu sais, nous qui veut devenir prof, ben il faut qu'on finisse notre doc puis qu'on soit bonne dans ces aspects-là. Ouais, tu sais, comme écrire un article, c'est pas suffisant que tu fasses tes manips, que tu ailles tes figures, puis que ton prof l'écrive, puis regarde les figures. Ça a été comme terrible quand j'ai écrit mon premier article. C'était mauvais, c'était difficile. Ah oui. C'était quelque chose. Il y avait tout le temps des corrections en rouge partout. Ouais. Puis même que, tu sais, on l'a soumis
mon premier article, on l'a soumis, je pense, en février 2022, fait que l'an passé. Il a été refusé parce qu'on avait pris un journal vraiment comme un gros journal. Ouais. Puis après, mon prof m'a dit, ben tu sais, l'article en ce moment, il est peut-être pas si bon. Il faudrait comme tout revoir la structure. Ah, tu recommences à zéro. Hey, c'est crève-cœur. Ça fait 3 ans et demi que je suis là-dessus. Puis il me dit non, on rechange tout. Il faut que tout que tu réussisses. Hey, j'étais comme, quoi? Fait qu'on l'a fait. On l'a refait. Ça a été tellement souffrant. On l'a envoyé au journal. Et là, on a eu deux reviewers. Dans le fond, quand on envoie un journal, il y a des professeurs de d'autres universités dans le même domaine un peu qui vont regarder ton article parce qu'on dit que c'est peer-reviewed, donc révisé par les pairs. Et eux, dans le fond, c'est anonyme. Puis eux, ils nous donnent des commentaires sur notre article, ce qu'il faut changer. Il y en a un qui a dit comme c'est bon, puis il y avait des petits commentaires sur des trucs à améliorer. On les a fait. Puis il y en a un autre qui a dit ben non, votre article est vraiment pas bon, c'est pas clair, votre objectif, votre but, c'est vraiment pas cohérent. Nice. Fait que c'est ça. Puis moi, j'étais comme ben il dit n'importe quoi. Mais. Ça doit être fâchant, t'aurais envie comme juste d'y répondre, puis tu sais, ça fait 4 ans que je travaille dessus. Arrête. Fait que j'étais comme ben il dit n'importe quoi. Puis là, finalement, le journal a décidé d'aller chercher un autre réviseur. Puis lui est encore plus méchant. Et là, j'étais comme, non, c'est parce que je peux plus. Là. Moi, j'ai plus de jus tannée. C'est ça. Lui, il passait une mauvaise journée, puis s'est dit, je vais y faire passer une mauvaise journée. En tout cas, fait que là, j'étais comme, moi je le soumets plus. Là, genre, j'étais curée. On va le soumettre dans un journal de comme je suis tannée. Je suis vraiment à bout. Mon prof m'a dit, il a quand même raison. Ben, en fait, c'est moi, sur le coup, j'étais vraiment fâchée. Puis là, après, j'ai relu l'article, puis j'ai vu qu'on avait fait des... quand on a tout rechangé l'article, il y avait des... C'est vrai qu'il y avait des petites erreurs qu'on avait faites de notre part. Faut pas être orgueilleux quand on est... Et que non. Vraiment pas être orgueilleux. Ça n'a pas de bon sens comme... C'est jamais... En tout cas, fait que là, j'ai vu... C'est vrai, il a raison, dans le fond. Oui. Il a raison. c'est tellement comme... Ça, il ça est fait méchant, mal. puis après, t'es comme... Ah ouais, c'est vrai, il a raison. Il dit, tu sais, comme qu'on overstate des trucs qu'on disait, mettons, on disait la diversité du microbiote est associée à une meilleure stabilité. C'était notre titre de figure. Mais c'est parce qu'on avait tout changé les figures de tu sais, la figure 1 est rendue en 4, puis là, la 4 est rendue en 2, puis là, tout. Fait puis on avait fait une petite erreur. On n'avait pas changé les noms des figures. Fait que le nom des figures ne fitait pas avec la figure. Puis il y avait raison que c'était vraiment pas clair, c'était pas cohérent. On disait des affaires qui se voyaient pas dans les figures. Mais il y avait raison. Oui. Mais sur le coup, je l'ai pas vu parce que tu sais, tu connais tellement trop bien ton article. Puis une semaine plus tard, j'ai fait « Ah ben, tabarnouche, il a raison. » Fait que ça m'a vraiment fait chier. Mais on a tout rechangé l'article encore une fois. Au complet, là, tu sais, vraiment, on a vraiment travaillé dessus. On a rechangé l'objectif, on a rechangé les trucs. J'ai même rajouté des figures. On a enlevé une figure que j'aimais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. On l'a enlevée. Puis une autre que j'aimais vraiment beaucoup, mon directeur m'a dit « Faudra l'enlever. » Puis j'ai dit non. Non. Genre, celle-là, comme je pense qu'on a mal décrit la figure, mais comme elle est vraiment importante en monde de quoi. Fait que là, il m'a dit « OK, convainc-moi. » Fait que j'ai écrit une grosse section résultats sur la figure, puis j'ai vraiment dit... J'ai vraiment, vraiment travaillé dessus. Finalement, on l'a gardé. Yes! Victoire! Mais j'avais travaillé parce que je me disais, je pense que genre j'ai pas assez travaillé sur cette figure-là. Puis ça faisait 3 ans et demi. Fait que j'étais comme, oh my God. Et finalement, on l'a soumis, puis le reviewer, il a dit, il était content. Il a dit, c'est vraiment un bon article. Il y a vraiment eu du travail dessus. Fait qu'il a été publié. Oui. Mais c'est ça. Mais c'était... Je pense que c'est ça peut-être qui est un peu inconnu d'être à la maîtrise ou au doctorat, c'est ce travail-là comme d'écriture. Derrière un article, il y a seul, des années de travail, de retravail. Tu as des données, tu fais des manips, tu reçois des données. Là, il faut que tu fasses des tests statistiques pour savoir qu'est-ce qui est pertinent d'analyser plus loin. Là, après ça, il faut que tu as ça. Il faut que tu crées des figures qui va illustrer schématiquement tes résultats. Il faut que tu fasses une histoire. C'est ça qui est difficile. Puis après ça, ben oui, tu fais une recherche sur telle affaire, sur tel paramètre, sur tel gène, mais pourquoi? Ben là, c'est ça, il faut que tu ailles voir l'historique. Pourquoi il y a un trou dans la littérature? Pourquoi il y a un trou dans la science? Fait que là, tu écris une intro, tu sais, comme, tu décris un peu là, toute ta méthode. Bon, il faut que tout que tu expliques qu'est-ce que tu as fait pour que n'importe qui puisse reprendre ton article puis soit capable de le refaire juste avec ça. Les résultats, après ça, tu discutes. Bon, ben pourquoi ça donne ça?
Est-ce que c'est à cause de ça? Tu sais, tous les liens ensemble. Puis qu'est-ce que c'est lié à la littérature? Ça, c'est un travail de moine. Oui, exactement. Fait être étudiant gradué, là, c'est lire énormément, acquérir énormément de connaissances, faire quelque chose par rapport à ça, pondre un article pour ajouter une petite valeur à ce qui est déjà connu et t'espères que ça soit publié parce que souvent, en fait, c'est très rare qu'un article est accepté premier coup, là, mais est-ce que c'est possible? Non, je pense pas. Fait que c'est ça, puis tu sais, moi, je suis en train de rédiger mon article de maîtrise parce qu'on a eu des problèmes avec une machine, fait que là, on a un peu de retard, mais c'est ça, là, c'est de lire, c'est tout le temps des itérations avec mon directeur de recherche. OK, ça, on peut mettre ça, ça, on enlève ça, telle figure, on va mettre ça. Fait que c'est ça, être des études graduées, c'est une petite partie de labo d'analyse, mais une grosse partie d'écriture pour communiquer, en fait, ce que tu viens de faire. Ouais, puis ça a l'air, tu sais, comme, ça a l'air simple, écrire un article, mais c'est tellement long, parce que chaque petite phrase, tu la relis, tu la rechanges, tu la re-rechanges, tu la re-rechanges. Un mot peut tout changer. Puis une figure, juste un test statistique. Tu l'as fait une fois, mais tu passes des journées. Moi, j'imprime mes figures, puis je passe des journées à juste les regarder. Puis à me dire, ça veut-tu vraiment dire ce que je pense que ça veut dire? Puis y a-tu autre chose à aller chercher? C'est ça. Parce que nous, on connaît en plus, on a un peu le problème que nous, on sait de quoi on parle. On est dedans depuis des années. Fait que nous, notre figure est claire pour nous, mais est-ce qu'elle est claire pour quelqu'un qui a aucune idée? Non. Fait que c'est puis des fois, ça veut pas dire ce qu'on pense que ça veut dire. Exactement. Puis des fois, si on pense qu'un effet sur quelque chose est causé par ce qu'on pense, ça l'est pas, puis c'est autre chose. C'est vraiment mêlant, puis il faut vraiment que tu rendes ça vraiment clair le plus possible. Ouais, ça, il faut absolument de la motivation. Il faut vraiment être motivé, être capable de se motiver soi-même pour faire ce genre de travail de moine-là, parce que c'est démoralisant là, quand tu fais trop de travail sur quelque chose puis il est refusé. Ouais, ou même, tu sais, c'est niaiseux, mais j'avais fait les tests statistiques de base sur mon article dans ce moment, sur ma cohorte. Fait qu'après 1 an et demi, je pense, on avait comme un bon canevas avec des statistiques de base, mais qui donnaient vraiment des trucs intéressants, tu sais. Dans le fond, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des molécules de l'endocannabinoïdone. J'en ai parlé, j'ai pas dit c'était quoi, je le dis maintenant. Ce sont des lipides bioactifs. Fait que notre corps, à partir d'acides gras polyinsaturés qu'on mange, ben notre corps produit des molécules qui ont des effets sur l'appétit, le cerveau, l'inflammation, sur vraiment plein de choses. Et eux seraient associés au microbiote intestinal parce que les bactéries de notre intestin seraient capables de synthétiser des molécules qui ressemblent vraiment beaucoup aux molécules que nous, on produit et qui agiraient sur les mêmes récepteurs. Donc, il y aurait les molécules des bactéries se promèneraient dans le corps. Oui. Puis viendraient, tu sais, activer... C'est ça. OK. Fait que les bactéries de notre intestin auraient peut-être évolué pour communiquer avec nous pour une symbiose. Et donc, on remarque que les molécules de l'endocannabinoïdone de notre corps bougent avec l'alimentation, parce qu'on a donné de l'alimentation déjà, mais... et de façon réversible. Donc, on donne un 48 heures d'une alimentation méditerranéenne, super bonne pour la santé, plein de fibres, etc. Et les molécules augmentent, mais on donne 2 semaines de diète canadienne, donc pas très bon pour la santé, et ces molécules-là diminuent. Puis, ils répondent comme ça, rapidement, alors que pour le microbiote, ben, c'est affecté par ce que tu as mangé avant. Fait qu'ils augmentent avec la première diète med. Après, on leur donne 2 semaines de diète canadienne. Il y en a qui diminuent ou il y en a qui augmentent. Puis après, on redonne un petit test de 2 jours de diète méditerranéenne. Il y a des bactéries qui ne répondent pas du tout. Parce que la réponse n'est pas réversible, en fait. Fait que sur notre corps, ce serait réversible, mais les bactéries, ça se pourrait que ce soit comme c'est pas létal, entre guillemets, si jamais la bactérie... Exactement. Puis ça, on parle d'un effet, on a regardé un effet de 2 semaines. Mais c'est que des gens qui mangent, par exemple, une certaine alimentation pendant plusieurs années, ben, est-ce que c'est réversible? Mettons que c'est une bactérie associée à une maladie. Est-ce que c'est réversible après comme 10 ans d'avoir mangé quelque chose? Ben ça, faudra aller le voir parce que nous, ce qu'on montre, c'est que même 2 semaines d'une alimentation peut faire que c'est pas réversible sur le microbiote. OK. Mais c'est ça. Fait qu'on avait fait les tests statistiques de base, puis après 2 ans, je pense 1 an et demi, là, on a eu une idée de mettre en relation la... Parce qu'on veut savoir, en fait, est-ce qu'il y a des gens qui répondent plus à l'alimentation ou moins? Il y en a-tu que dès qu'ils mangent quelque chose, ça affecte vraiment beaucoup ça, on est tous leur bactéries? Fait que c'est sûr que métaboliquement, on est différents aussi. Puis on sait que dans la littérature, la diversité du microbiote, donc d'avoir beaucoup de bactéries différentes,
est associé à une meilleure santé, à un faible risque de maladie. On s'est dit, mettons qu'on regarde à chaque visite des participants, est-ce que leur microbiote se ressemble? Fait qu'on a un indice pour regarder ça, si le microbiote entre les visites se ressemble ou il se ressemble pas, il est vraiment différent. Puis on a décidé de mettre ça en relation avec la diversité du microbiote. OK. Puis ça, c'était un éclair de génie qu'on a eu. Puis on voyait vraiment quelque chose de significatif. Puis ce qu'on remarque, c'est que les gens qui ont un microbiote vraiment très diversifié à la base, leur microbiote ne fluctue pas beaucoup avec l'alimentation. C'est comme s'ils étaient protégés ou résistent aux changements alimentaires, alors que ceux qui avaient une très faible diversité, ben leur microbiote, il bouge énormément en fonction de ce qu'ils mangent. Mais ça, c'est un peu rapport aussi avec l'environnement, tu sais, mettons au niveau de l'obésité, que l'environnement a vraiment un impact sur la maladie, ben comme l'environnement a un impact sur comment ton microbiote se forme, en fait. C'est ça. Puis ça, tu sais, c'est une hypothèse qui avait déjà été émise, mais qui n'avait pas nécessairement été prouvée. Puis on a trouvé une façon statistique ou mathématique de le montrer. Puis on le voit que la diversité est associée à une meilleure stabilité. Mais là, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Ben là, on le sait pas, parce que quelqu'un qui a une maladie, qui aurait une très grande diversité dans son microbiote, peut-être que lui, si on lui donne une intervention alimentaire, ben il répondra pas autant, parce que son microbiote est vraiment diversifié. Donc lui, il faudrait faire quelque chose pour qu'il réponde, alors que quelqu'un qui a une maladie, qui aurait vraiment pas un microbiote diversifié, peut-être que lui, si on donne une intervention alimentaire, lui, ça change tout. Lui, ça changerait tout, puis peut-être que ça pourrait être un traitement, ou en tout cas en combinaison avec un traitement pour une maladie. Fait que c'est là que ce qu'on a montré est hot, parce que ça peut avoir des impacts sur ça. C'est incroyable, le corps. Le corps est une super machine, mais c'est compliqué, puis il y a tellement de paramètres. Tu sais, juste maladie, pas maladie. Bon microbiote, mauvais microbiote. Tu sais, en fait, c'est quoi un mauvais microbiote? Tu sais, c'est toutes des choses à définir. Ben, on le sait même pas c'est quoi. Ça. Nous, on a juste vu, c'est comme la diversité peut faire que ton microbiote répond pas. Fait que ça, c'est ta prochaine étape, un peu? Pas vraiment. Pas vraiment? J'ai trop d'étapes avant, mais certainement, il y a quelque chose à faire avec la diversité. Fait que peut-être pour un étudiant qui dans ton équipe, peu importe. Oui, puis tu sais, nous, c'est qu'on regarde pas nécessairement des maladies en soi. Tu sais, on regarde vraiment, on veut vraiment de l'analyse statistique puis l'intelligence artificielle pour aller trouver qu'est-ce qui se passe chez les gens. Fait que d'aller voir qu'est-ce qui bouge en premier, essayer de trouver des biomarqueurs pour voir, par exemple, pour le diabète de type 2, est-ce que quelqu'un, 4 ans avant de développer un diagnostic, va peut-être avoir une bactérie dans son microbiote? Fait que si les médecins, après, peuvent faire une analyse fécale, puis voir que cette bactérie-là est présente, bien, d'agir dès là pour prévenir. Fait que c'est ça qu'on essaye de faire, de voir quand est-ce qu'on peut voir la bactérie, comment on peut essayer de la changer avec l'alimentation, parce que ce que les bactéries mangent, c'est ce que nous, on mange. Donc, si nous, dans nos études, on remarque qu'une bactérie associée au diabète de type 2 bouge avec une alimentation, bien, on va dire, comme, essayez donc d'utiliser ça comme traitement ou en combinaison pour essayer d'aider, tu sais. L'alimentation, honnêtement, puis la nutrition, c'est vraiment un moyen aussi de prévenir pas mal de maladies, mais c'est ça, souvent, ça, l'alimentation, son effet, c'est un travail d'une vie, là, fait que, tu sais, des interventions alimentaires, ça aide souvent, mais, tu sais, des fois, il faudrait prendre ça dès le départ, tu sais, mais en tout cas. Fait que, fait qu'en gros, la nutrition, c'est super large. Trop. Clairement, on est les deux là-dedans, mais on ne travaille pas en tout, c'est la même affaire. Il faudrait vraiment plus de monde en nutrition. On pourrait faire un podcast complet que sur la nutrition. Mais ce sera pas le cas. Mais on n'est pas nutritionniste. Exactement. Fait que, tu sais, on dit des choses, mais il faudrait avoir l'avis d'une nutritionniste, donc peut-être une prochaine invitée. Fait que, ben, c'est pas mal ça, je pense. Ça conclurait peut-être notre épisode d'introduction où on parle de nous. C'est un bon épisode d'introduction. Fait que, en gros, ce qu'on peut conclure de ça, c'est que la nutrition, c'est très vaste. Et il y a beaucoup de choses à aller voir. Puis être étudiant gradué, ben, ça demande énormément de temps et d'énergie et de motivation. Fait que c'est ça. Ça, c'est notre expérience, mais peut-être que d'autres personnes dans les prochains épisodes vont nous parler de différents aspects de leur expérience. Puis on a vraiment hâte aussi d'aller voir d'autres recherches, parce que nous, c'est super vaste, mais peut-être que c'est pareil dans d'autres domaines, ou peut-être qu'il y en a que c'est super très défini, puis on n'a aucune idée de quoi il... Parce que, tu sais, on fait les deux un doctorat en nutrition, puis on s'entend qu'on n'est pas dans la même équipe, mais presque. Et pourtant, nos projets sont complètement différents. Fait que je suis très curieuse de savoir, dans les autres domaines, ingénierie, foresterie, environnement. On va y aller.
Si vous avez un sujet vraiment intéressant, un projet de doctorat vraiment cool, ou de maîtrise, ou comme, dites-nous-le. On veut savoir. On veut savoir. Venez-vous-en, on vous invite. Fait que je pense qu'on va se laisser là-dessus. Fait que c'était vraiment très intéressant. On a parlé de plein d'affaires, puis pour vrai, je ferais ça toute la journée, oui. Moi aussi. Fait que merci à tout le monde de nous avoir écoutés pour ce premier épisode. J'espère que vous avez apprécié. Fait que c'est juste le tout début de Scienturion, donc on vous invite à écouter les prochains épisodes. On va essayer de faire 2 épisodes par mois. Scienturion, c'est pour 100 minutes de science. On aimerait ça. Fait que ce serait notre but. Fait que sur ça, on vous souhaite une bonne écoute des prochains. J'espère que vous avez apprécié. Écrivez-nous si vous avez des commentaires, des projets, peu importe. On va vous lire. Fait que merci beaucoup. Puis suivez-nous sur notre page Instagram et Patreon. On va essayer de poster des schémas ou des petits vrais ou faux, des petites affaires de vulgarisation scientifique. Et on va poster aussi d'avance nos invités pour le prochain épisode. Exact. Bon ben, salut tout le monde! Bye!